Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur l'actualité parce que les choses vont tellement vite. Juste revenir sur, malheureusement, un drame qui s'est produit aux États-Unis, sur les manifestations qui continuent sur la petite ville de Quechua. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu 3 personnes qui ont été victimes de tirs, dont 2 qui sont mortes. Pour remettre les choses dans leur contexte, en réalité, il s'agit d'un jeune de 17 ans. Alors évidemment, jeune de 17 ans avec une arme, on est en droit de se poser quand même la question, puisque quand même les armes aux États-Unis sont réglementées, et que logiquement, ce gamin, c'est un gamin, je pense, normalement, n'aurait pas dû avoir le droit de posséder ce type d'arme, puisqu'il s'agissait d'une arme d'assaut. Beaucoup d'Américains, donc pendant ces manifestations dans cette ville du Wisconsin, ont décidé de protéger les biens, de protéger certains commerces, puisque certains sont partis en fumée, ont été détruits. Il y a une véritable frénésie, un fanatisme qui aujourd'hui est en train de saisir un certain nombre d'individus qui manifestent au nom des BLM. On a pu voir ces vidéos de ces jeunes, je dis bien de ces jeunes, parce que c'est quasiment tous que des jeunes qui ont été jusqu'à agresser verbalement des gens à des terrasses de café, etc., parce que ne voulaient pas tendre le poing en solidarité. C'est bien une démonstration que ces gamins n'ont rien dans le ciboulot, que ce sont des manipulés, qui plus est surtout par le mouvement BLM, qui maintenant aujourd'hui commence aux États-Unis à poser un énorme problème éthique sur le plan politique, parce que de plus en plus de gens commencent à comprendre que les BLM sont mués par des mouvances idéologiques marxistes, donc communistes. Donc évidemment, le communisme aux États-Unis, ça passe plutôt très très mal. Et donc, pour revenir à ce jeune homme, comme vous savez, dans les manifestations, il y a beaucoup de gens qui ont des caméras et qui filment, etc., qui ont des chaînes sur YouTube, etc., qui s'improvisent parfois journalistes pour rendre compte des images. Néanmoins, ils sont bien utiles parce que souvent leurs vidéos permettent d'avoir une lecture différente de ce que les médias généralement nous donnent. Et il se trouve que ce jeune homme avait été interviewé par un youtubeur qui avait posté la vidéo sur Twitter et qui se défendait de ne pas être raciste, mais juste de vouloir défendre les biens de certains Américains contre ces fanatiques, ces casseurs dans les manifestations. Et malheureusement, ce gamin a été appelé sur une autre intervention. Au moment où il courait dans la rue, certains ont voulu l'agresser. On le voit bien, les vidéos, ils le poursuivent. Il y en a un moment qui lui met d'ailleurs un coup de skateboard sur la tête. Et le gamin, il tombe par terre, et évidemment, le gamin en panique, il sent bien qu'il va se faire lyncher et utilise son arme. Et dans son action, évidemment, dans le feu de l'action, malheureusement, il a tué 2 personnes et il en a blessé une. Il s'est rendu assez rapidement aux autorités, et il est aujourd'hui, il va devoir répondre malheureusement de 2 inculpations de meurtre, une inculpation de coups et blessures par arme. Donc ce gamin, malheureusement, avec peut-être une bonne intention, finalement va finir peut-être les 5 ou 10 prochaines années de sa vie en tôle. Donc voilà, on en arrive à ces drames, et ça sera certainement pas le seul, parce que là, aujourd'hui, on est en face de quelque chose qui est en train non seulement de devenir dangereux pour l'équilibre de la société américaine, ils deviennent dangereux pour certaines villes, parce qu'il faut savoir que Portland, aujourd'hui, va être confronté à un gros problème, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont décidé de quitter la ville de Portland. Vous avez certains projets qui ont été annulés, des projets de développement commerciaux, etc., qui ont été annulés, purement et simplement, parce que le maire, alors je ne me souviens plus de son nom, mais je pense que, à mon avis, c'est un maire démocrate, évidemment. Je pense que ce maire, de toute façon, il est grillé. La prochaine élection municipale, alors je ne sais pas si Portland va passer en municipal pendant les élections, parce que les élections présidentielles, vous savez que vous avez aussi des élections, les Américains sont appelés à voter aussi pour les renouvellements de gouverneurs, par exemple, de maires dans certaines villes, pas toutes, parce que après ça dépend des périodes.
Mais le problème il est là, et ce que disait et sous-entendait d'ailleurs un petit peu Obama, c'est que malheureusement les BLM aujourd'hui sont en train de porter plus de préjudice à l'intérêt de la victoire des démocrates que de vouloir en mettre des couches, des tonnes sur le dos de Donald Trump. Et ça malheureusement je pense que là c'est à mon avis, c'est déjà allé trop loin, et je pense qu'à mon avis, les BLM passeront à la trappe si Biden est élu. C'est-à-dire que les BLM continueront à être un mouvement, mais on va leur faire comprendre que maintenant, vous allez calmer le jeu tout de suite, parce que sinon, sinon on va vous dégager. On va vous foutre des plaintes d'incitation, de troubles de l'ordre public, menace la sécurité nationale sur le dos, parce que vous n'avez pas su contrôler ces mouvements. Donc voilà, pour l'instant, c'est assez... c'est en évolution, mais pas forcément dans le très bon sens du terme, dirons-nous. Aujourd'hui, je vais simplement vous donner quelques informations très intéressantes, on va dire, pour votre culture personnelle. C'est-à-dire que je vais vous donner des éléments qui correspondent certainement à ce qui pourrait amener à tout simplement une révolution. C'est-à-dire les 10 raisons qui pourraient faire basculer à nouveau, je dirais, les peuples dans des phénomènes ou des motivations de révolution à proprement parler. Et vous allez voir que dans ces 10 raisons, mais en général, vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça, ce sont 10 raisons théoriques avec des éléments pratiques d'il y a maintenant une dizaine d'années. Et vous allez voir que même 10 ans après, finalement, ce qui était un petit peu, je dirais, prémonitoire parmi ces 10 raisons, eh bien aujourd'hui on est véritablement en plein dans le sujet. Donc il faut savoir pour référence que l'une des causes de la révolution 1789, qui est souvent d'ailleurs la révolution de référence historique, sont à peu de choses près de nouveau réunies, c'est-à-dire des injustices flagrantes, un accaparement de pouvoir et des richesses par une vaste caste de privilégiés, et de ce fait, ça donne un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui sont des éléments qui, en évolution, pourraient en effet amener à un moment donné des gens, alors peut-être vous, peut-être moi, demain, on ne sait pas, prendre la décision finalement de se constituer comme maillon important, ou maillon faisant partie d'une chaîne pour provoquer, instaurer, installer, organiser une révolution. Alors, le premier élément, la première raison, et non des moindres, c'est une raison économique, puisque c'est la hausse des prix de 40%, c'est-à-dire la misère en travaillant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup d'entre vous, ça se trouve, vous travaillez, vous gagnez un salaire, mais vous vous rendez compte que le salaire ne suit pas. C'est-à-dire que on est bien d'accord que depuis l'arrivée de l'euro a provoqué une augmentation par rapport au coût de la vie, etc., et qui fait que on se rend compte que les salaires, par contre, ont très peu évolué. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des salaires par rapport à l'évolution du coût de la vie qui n'a absolument pas suivi. À l'occasion du passage à l'euro, les prix des produits de base ont augmenté de 40%, au bénéfice des entreprises de la grande distribution. Mais officiellement, l'inflation pendant cette période n'a été que de 2%. Alors que les prix augmentent, les salaires réels après impôts, taxes et cotisations diverses, loyers, eau, électricité, c'est-à-dire les frais courants, n'ont pas augmenté depuis 20 ans. Et les salariés ne bénéficient jamais du fruit de la croissance, malgré les fantastiques bénéfices réalisés par les entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de moins en moins d'entreprises font de la répartition, c'est-à-dire faut retomber une partie des bénéfices sur les salariés. Vous avez en France des entreprises qui pratiquent encore la participation, c'est-à-dire qu'une partie des bénéfices sont ensuite rétribués par l'ensemble des salariés au prorata du temps qu'ils ont effectué en entreprise, etc., et c'est capitalisé. C'est ce qui est d'ailleurs a été souvent débloqué parce que le montant était souvent par rapport aux accords, c'est-à-dire que vous avez des placements financiers qui sont effectués, c'est-à-dire que votre argent est bloqué pendant 5 ans,
soi-disant pour être fructifié, mais en règle générale, la fructification, vous gagnez pas grand-chose. Et c'était bloqué pendant 5 ans. Et c'est pour ça que Sarkozy, pour essayer de donner du pouvoir d'achat, eh bien, a débloqué un ensemble de participations dans un grand nombre d'entreprises. Or, on constate que malheureusement, de plus en plus, certaines entreprises, lorsqu'elles sont dans des situations de fusion ou de rachat ou ou même dans des situations de pré-faillite, on va dire, et bien souvent les accords font en sorte tout simplement de retirer ce principe, même si institutionnellement, il existe encore des réglementations qui obligent un petit peu cette pratique, mais on sent bien que depuis quelques années, cette pratique tend à disparaître, c'est-à-dire que finalement les salariés aujourd'hui n'ont plus aucun retour sur les bénéfices qu'ils apportent et dont ils contribuent de par leur travail au niveau des entreprises. Je crois que dans les réseaux de la grande distribution, il n'y a qu'une seule entreprise, je crois, qui pratique encore la participation et non des moindres, je crois que c'est Auchan, si ma mémoire est bonne. Si d'autres enseignes aujourd'hui le font, peut-être Leclerc, ou Géant, ou Carrefour, je ne sais pas, ou quoi d'autre, n'hésitez pas à préciser dans les commentaires, parce que très sincèrement, je ne suis pas du tout, aujourd'hui complètement, je suis ailleurs, donc je ne suis pas tout à fait au courant de ce qui se pratique. Aujourd'hui, le salaire d'une majorité de salariés est à peine suffisant pour assurer la survie quotidienne. Et ça, c'est vrai, c'est tout à fait le modèle. C'est pour ça qu'on parle souvent d'américanisation de la société française. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est exactement ce qui se produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez certains métiers qui ne sont pas suffisamment rémunérateurs par rapport au coût de ce qu'aujourd'hui les Américains connaissent. Alors si vous êtes aux États-Unis célibataire, si vous pouvez vous contenter d'un petit appartement, etc., à la rigueur, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez même avoir de l'argent pour pouvoir profiter, avoir du loisir. En revanche, si vous êtes une famille, si vous avez 2-3 gamins, si votre femme ou votre mari ne travaille pas pour des raisons de santé ou des raisons de compétences ou de professionnalisation, etc., c'est ce qui provoque aujourd'hui le fait que vous avez des gens qui sont obligés de trouver 2 boulots. Moi, je peux vous donner un exemple. Je connais un certain nombre de mes collègues qui pourtant sont des temps pleins, qui travaillent 40 heures par semaine. Eh bien, ils ont un autre boulot à côté, un boulot souvent temps partiel, ou même des fois un autre boulot à 40 heures, c'est-à-dire qu'ils bossent le matin et l'après-midi et ils bossent le soir jusqu'à très tard. Donc, ils se font des journées presque de 20 heures, hein, pour pas... Pour être tout à fait honnête, parce que tout simplement ils sont le seul revenu de la famille, donc il faut payer, voilà, il faut payer le loyer, etc. En plus, si vous êtes si vous avez acheté une maison, si vous avez acheté 2 voitures, parce que votre conjoint a besoin de sa voiture pour se déplacer aux États-Unis, parce que évidemment les distances sont du coup vous vous retrouvez dans une situation d'endettement où vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'avoir 2 boulots pour vous en sortir financièrement. Et ça, malheureusement, c'est ce qui est en train de s'installer en France, c'est-à-dire la précarité de l'emploi. C'est-à-dire que même quand vous bossez 35 heures temps plein par semaine, à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir un boulot à côté parce que financièrement, vous ne vous en sortez pas, parce que vous êtes obligé d'habiter pas trop loin de votre boulot, donc vous êtes obligé d'habiter parfois dans des centres-villes. Les centres-villes, les loyers sont excessivement chers, ou alors vous êtes obligé d'habiter de façon très excentrée, donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous taper des transports en commun, parfois 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie de transport, etc. Tout ça sont des frais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers, en effet, qui, les niveaux de salaire ne sont pas suffisants pour pouvoir assumer économiquement les frais réels quotidiens. Dans le même temps, les multinationales affichent des profits records qui bénéficient pour l'essentiel aux actionnaires, rarement à l'investissement et jamais aux salariés. Et ça, malheureusement, oui, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je dirais même que ça existe depuis le début des années 90, c'est-à-dire quand les marchés, quand les secteurs d'activité ont commencé à arriver dans leur fameux pic. Vous savez, je vous ai déjà expliqué le principe du pic, et on a commencé à modifier les règles, à changer les règles du jeu pour essayer de gagner toujours plus d'argent, gagner toujours plus de profit. Moi, je me souviens très bien de quelqu'un qui boursicotait, qui un jour en 2004 m'a dit non, moi c'est bon, j'arrête parce que de toute façon, on sent bien qu'on ne fait plus les gains
qu'on faisait il y a encore un certain nombre d'années sur les marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rendements sont de plus en plus faibles, donc ce qui prouve qu'aujourd'hui, il y a un tassement du système économique, il y a un tassement du profit, et comme les grandes entreprises, pour continuer à pouvoir voir leurs actions en bonne forme, continuer à monter, etc., eh bien, font des montages financiers. C'est par exemple des entreprises qui réussissent à décoincer ou débloquer des bénéfices, mais ce n'est pas des bénéfices sur le chiffre d'affaires d'activité. Le chiffre d'affaires d'activité n'est pas suffisant, mais par contre, étant donné que c'est des grandes entreprises qui ont des patrimoines financiers ou des patrimoines matériels, etc., donc ils vendent des patrimoines matériels, ils spéculent pour essayer de gagner un peu plus d'argent, et puis à la fin, présenter un chiffre d'évolution de 5-6% de bénéfices pour satisfaire les actionnaires et finalement verser les dividendes. C'est pour cette raison d'ailleurs que très souvent, vous remarquerez sur les places financières, les marchés, toujours en fin d'année, les 3 dernières semaines de l'année, vous avez des marchés tout d'un coup qui vont à la hausse. Qui vont à la hausse, pourquoi ? Parce qu'on veut tout simplement booster les actions, les obligations pour permettre à des entreprises par la suite de verser de bonnes dividendes et garder la confiance des actionnaires. Le 2 poids et 2 mesures pour les salariés et les dirigeants d'entreprise. Là c'est pareil, vous avez aujourd'hui une différence très notoire de traitement juridique, social, économique entre les gens qui gagnent beaucoup d'argent et puis le commun des mortels. Et ce qui fait que pour des fautes qui mériteraient d'être puni, on va dire, aujourd'hui on se rend compte que un homme politique qui fait de la fraude ou du détournement d'argent public, le procès va durer des années et au final on voit ce que ça donne avec Balkany par exemple. Je veux dire, Balkany c'est quand même un personnage qui a des affaires qui ont traîné pendant des années. Finalement, il a été condamné à de la tôle, sauf que le pauvre, il est frêle, il est fragile, donc on l'a sorti de tôle pour des raisons de santé. Le seul problème, c'est que si vous aviez fait la même chose, vous seriez toujours en tôle, et voire même votre vie était détruite définitivement. L'écart entre les salaires est devenu astronomique, et c'est vrai, puisque aujourd'hui, de toute façon, la cupidité, parfois même la conscience de la réalité économique, pousse des gens à se dire, moi je sais que je ne vais pas rester 5-6 ans à ce poste-là, donc je vais engendrer, je vais engrainer de la richesse financière à mon compte sur le dos de la société. C'est pour cette raison que très souvent, vous avez des présidents directeurs généraux qui arrivent dans des sociétés qui tout d'un coup, une des premières choses qu'ils font, c'est s'augmenter leur salaire, avec tout, sans parler des golden parachutes, etc. Dans le même temps, les dirigeants qui ont ruiné leurs entreprises conservent leur poste et bénéficient même d'une augmentation de salaire, ou bien ils reçoivent évidemment des primes exceptionnelles ou des parts d'actions sur l'entreprise, etc. Alors que finalement leurs résultats, le travail qu'ils ont effectué, enfin la responsabilité de gestion de l'entreprise n'est pas bonne. Et malheureusement, on en voit de plus en plus de ces gens qui sont à la tête d'entreprise. Donc quand on est à la tête d'entreprise, quand on est un PDG d'entreprise, et je dirais même pas forcément ceux qui ont investi, c'est-à-dire qui ont pris le risque en faisant des emprunts, etc., qui ont créé l'entreprise, donc qui ont maintenu l'entreprise, à la rigueur, ceux-là, je pense qu'il est tout à fait légitime qu'ils tirent profit de l'investissement qu'ils ont fait, puisque c'est quand même eux qui ont pris les risques. Mais il y a quand même des présidents, directeurs généraux aujourd'hui qui sont nommés à la tête de certaines grosses entreprises, qui n'ont pas injecté un seul centime dans l'entreprise, parfois même pour essayer de sauver un petit peu l'entreprise, peut-être qu'ils font un apport au capital, mais en général, ils n'ont pas la majorité, ou alors s'ils ont la majorité, c'est qu'ils sont vraiment très confiants dans la reprise de l'entreprise, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est franchement très très rare. Aujourd'hui, c'est très rare de voir des nouveaux présidents, directeurs généraux s'impliquer dans le capital et à faire des apports au capital jusqu'à des pourcentages peut-être leur permettre d'acquérir la majorité au niveau du conseil d'administration, mais en général, c'est des gens qui
qui des fois ont la responsabilité de redresser ou de gérer au mieux les intérêts de l'entreprise. Or, il y en a certains qui ont fait tout le contraire, c'est-à-dire que leur politique, leur gestion, leurs orientations ont été un véritable désastre. Et pourtant, les mecs, ils finissent par quitter l'entreprise, mais avec le jackpot. C'est-à-dire qu'en fait, quand on les engage, quand ils signent en fait leur contrat en tant que président-directeur général, intronisé par des conseils d'administration, etc., ils s'assurent quand même de partir, quelles que soient les circonstances, avec du gros chèque. Donc évidemment, ça, chez le commun des mortels, quand un salarié fait une faute, on ne va pas lui filer de prime quand on va le licencier. Alors pourquoi est-ce qu'on virerait ou qu'on demanderait à des présidents directeurs généraux de quitter une entreprise et qui partiraient avec des pactoles? Donc ça, ça pose déjà un problème éthique. Mais ça, malheureusement, l'éthique aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe complètement à côté. Alors le chiffre que le chiffre que je vais vous donner, c'est un chiffre quand même qui a maintenant plus de presque 20 ans. 18 ans. Hein. Il y a 18 ans, donc en 2002, le salaire moyen des PDG des grandes entreprises françaises était de 2 millions d'euros par an. Hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Pour gagner la même somme, un salarié de base devrait travailler pendant 172 ans. Donc, on comprend bien que là, on est quand même sur des proportions complètement... Et là, c'était il y a 18 ans, donc aujourd'hui, vous pouvez multiplier par 10. On est vraiment là dans des situations complètement ubuesques. Une des troisième raisons qui pourrait justifier une révolution, c'est le deux poids et deux mesures pour la justice. Donc là, je vous en ai un petit peu parlé. Selon la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la justice est la même pour tous. Alors... ça, vous pouvez le sortir à tous ceux qui vous sortent l'argument, oui, mais les droits de l'homme, blablabla. Oui, justement, parlons-en, les droits de l'homme et de la Constitution française, quand elle dit égalité pour la justice pour tous. À ceci près, c'est qu'évidemment, au fil des années, on a un petit peu modifié ça. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y a eu des articles qui ont permis de pouvoir séparer la responsabilisation, le niveau de responsabilisation, suivant les statuts, suivant les positions, etc. Donc, ce qui fait que déjà, le fait que la Constitution ou le droit de l'homme vous dise que la justice est la même pour tous, n'a plus de valeur, puisque si on fait une différenciation de statut dans la société, d'échelle hiérarchique, d'échelle dans les statuts sociaux, etc., la différenciation, elle est faite. Hein, au niveau juridique. Donc là déjà, on n'est plus du tout les droits de l'homme, là vous pouvez vous torcher le cul avec, ça n'a plus aucun sens. Alors qu'on accorde toujours plus de liberté aux entreprises, le citoyen ordinaire est soumis à une répression policière de plus en plus oppressante et à des réglementations de plus en plus contraignantes. À la moindre faute de sa part, les sanctions sont impitoyables. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a presque 20 ans. Hein, c'est-à-dire que c'était en 2001-2002. Hein. C'était déjà à l'époque, il y avait ce sentiment-là. Mais aujourd'hui, je veux dire, à moins de vivre dans une grotte, je pense que tout le monde est d'accord sur ce fait qu'aujourd'hui, on voit bien avec les Gilets jaunes que la répression, elle est sanglante. Hein, bon, sanglante est peut-être un bien grand mot, mais quand même, il y a des gens qui ont perdu des mains, qui ont été éborgnés, qui ont été blessés, etc. Bon, après les circonstances de ces blessures, on peut en débattre, hein, il n'y a pas de souci, parce que malheureusement, il y a aussi le problème aussi de l'inconscience de certains manifestants qui, lorsqu'ils voient une grenade en croyant que c'est une bombe lacrymo, alors qu'en fait c'est une grenade et qu'ils la prennent dans la main et puis qu'ils veulent la jeter trop tard, la bombe explose et là tu perds ta main. Ça aussi, c'est des phénomènes de par l'insouciance, l'inconscience de certains individus qui ont fait que malheureusement ils ont été blessés à cause de ça. Mais voilà, ça existe, tout comme ça existe que très clairement des policiers ont fait du tir tendu. Hein, le tir tendu, c'est-à-dire qu'on vise, hein, c'est-à-dire que là on vise pas les pieds, on tire pas en l'air, on vise bien les personnes. Le cas de Rodriguez par exemple, hein, là c'était bien un tir tendu, c'est-à-dire qu'il y avait bien volonté de blesser la personne. Hein, donc là c'était pas accidentel, hein, qu'on soit bien clair. Donc les Gilets jaunes ont bien fait la démonstration. Et à l'inverse, quand on voit ce qui se passe avec les racailles aujourd'hui, les interventions des polices, les LBD, ils sont où les LBD 40 ? Il n'y en a pas.
Hein, vous voyez, donc le deux poids, deux mesures, là, on est bien dedans. Hein, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aussi aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, eh bien, vous avez des catégories de gens qui sont soumis à une répression, alors que dans d'autres cas, eh bien, la répression va être différente. Même si encore, en matière de contexte et en matière d'individus, on est dans des schémas complètement différents. Mais si la méthode, enfin l'application de la méthode est différente, la volonté est la même, c'est-à-dire de faire de la différenciation, hein, suivant les individus ou suivant les contextes. Il est clair qu'aujourd'hui, les polices qui dépendent d'un chef de police, qui lui-même dépend d'une mairie démocrate, va avoir des instructions de laisser faire un certain nombre d'individus parce que ces individus défendent des idées à tort ou à travers, mais défendent des idées qui correspondent à l'idéologie politique du maire, à contrario d'un certain nombre de gens qui, eux, sont représentants d'une idéologie ou d'une opinion opposée. Eux, par contre, faut les réprimander. C'est pour ça, si vous voulez, que c'est toujours facile aux États-Unis de juger les Américains par rapport aux armes. Le seul problème, c'est que, c'est peut-être là la différence qu'il y a avec la France, c'est que si en France, là, il y a l'interdiction de porter une arme, et bien aux États-Unis, le port d'armes est autorisé. Après, les catégories d'armes sont le sujet justement de la contestation, sont le sujet du débat, mais le port de l'arme en tant que tel aux États-Unis ne pourra jamais être remis en question, ne pourra jamais être interdit, parce que c'est un droit qui fait partie, qui est inspiré de ces fameux articles de la Constitution américaine qui autorisent les Américains de se défendre, de protéger leur famille avec les moyens qui sont à leur disposition. Les moyens à leur disposition, ce sont les armes à feu, et qui plus est, pouvoir se servir aussi de ces moyens contre la tyrannie d'un gouvernement. Et ça, c'est un des fondamentaux de la Constitution américaine, et là-dessus, aucun parti politique ne s'aventurera à vouloir changer ce principe par rapport aux armes à feu. En revanche, il y a en effet beaucoup de choses à faire sur les catégories d'armes, c'est-à-dire permettre à des Américains de pouvoir acheter des armes, oui, mais pas n'importe quel type d'armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez certaines personnes qui achètent des armes d'assaut, des armes parfois voilà, du gros calibre, hein, disons-le carrément, là en effet, là, on peut débattre de cette chose-là et peut-être inciter politiquement de réglementer tout ça. Mais évidemment, vous pensez bien que les lobbies des armes, surtout la NRA, s'opposent catégoriquement à ça parce que c'est pareil, on en revient toujours à une question de pognon. C'est pour cette raison qu'aux États-Unis, le fait qu'aujourd'hui vous ayez des Américains qui veuillent, ça rejoint un peu ce que je disais au début de la vidéo, c'est qu'il y a des Américains qui veulent protéger leurs biens, on peut leur donner cette légitimité face au fanatisme qui est en train d'envahir, on va dire, les manifestations BLM. Donc là-dessus, on ne peut pas trop les blâmer de vouloir le faire. Et d'ailleurs, beaucoup se défendent de faire ça en étant considérés comme racistes. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, et ça c'est la même chose aujourd'hui en France, c'est que vous avez beaucoup de médias qui s'est incrémenté dans l'esprit des gens que si les Américains ont des armes, voire des armes d'assaut, c'est que c'est forcément des suprématistes blancs, que c'est forcément des gens du KKK, que c'est forcément des racistes, que c'est forcément des pro-Trump, etc. Alors que je peux vous garantir que moi je connais certains Américains qui sont des progressistes, mais qui ont des armes. Hein, vous voyez, comme quoi c'est toujours facile de généraliser, mais dans le détail, dans la réalité, les choses sont plus compliquées que ça. Hein. Donc là-dessus, il faut être tout à fait conscient. Alors qu'on accorde toujours plus de liberté aux entreprises, le citoyen ordinaire est soumis à une répression policière, donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Récemment, un automobiliste a été condamné à 2 ans de prison ferme pour un excès de vitesse qui n'a pas causé d'accident. Une mère de famille peut être condamnée à 4 mois de prison ferme si ses enfants ne sont pas allés à l'école. Et José Bové a été condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir arraché des plants de maïs transgéniques dans un champ. Donc en effet, pour avoir arraché du maïs transgénique, mais donc du maïs qui appartient à une entreprise qui n'est pas n'importe quelle entreprise, parce que quand on fait du maïs transgénique, c'est qu'on est,
un conglomérat du domaine de l'agriculture. Et donc là, forcément, vous avez un poids juridique beaucoup plus important parce qu'au lieu de l'aligner un avocat, vous en alignez 5. Donc c'est David et Goliath, si vous voulez. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Et dans le même temps, et dans des affaires qui ont causé des préjudices beaucoup plus graves, donc tant sur le plan économique, social, moral, psychologique, voire même pousser des gens parfois au suicide dans certains cas, les élites politiques et économiques bénéficiaient d'une immunité, d'une impunité systématique. Ainsi, Jean-Claude Trichet, par exemple, ancien président de la Banque de France et membre du groupe Bilderberg, a été totalement blanchi à propos des malversations financières du Crédit Lyonnais. De même, Roland Dumas a échappé à une condamnation dans les affaires d'Elf Aquitaine, des frégates de Taïwan et leurs commissions occultes. Et dans l'affaire du sang contaminé, le ministre de la Santé, Edmond Hervé, a été condamné à quelques mois de prison ferme, mais a été dispensé de peine par le tribunal, etc. etc. Donc, en effet, surtout sur les affaires sanitaires, on constate que le traitement n'est absolument pas le même. C'est-à-dire que le commun des mortels, lui, est rappelé à la loi, et donc la loi est appliquée et est condamnée en rapport au délit qu'il a commis, parfois de façon excessive, parce que tout dépend aussi des individus. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a certains individus publics dont on a plus d'intérêt à les condamner sévèrement pour avoir un impact psychologique et se servir ensuite derrière exactement le cas de Zemmour par exemple. Combien de fois vous entendez des détracteurs de Zemmour en disant oui mais je vous rappelle Éric Zemmour a été condamné par 2 fois. Oui, sauf que il y a eu quand même 7 plaintes contre Éric Zemmour. Et sur les 7 plaintes, il y en a 2 où il a été condamné. 2 sur 7, je veux dire, c'est une bonne moyenne. Mais ça, évidemment, on oublie complètement de rappeler que sur les 2 condamnations, il en a pris quand même 5 plaintes sur lesquelles il y a eu, ça a été déclaré nul et non avenu. Donc cette injustice financière aujourd'hui et vis-à-vis de la justice aujourd'hui est de plus en plus flagrante. Je rappelle ce monsieur qui, lors d'une manifestation gilet jaune, a filé 2-3 patates sur le bouclier, d'un CRS. Bon, le mec il a été interpellé, il s'est pris 9 mois ferme. Pour 3 patates sur... Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait giflé un CRS? Je dis bien giflé. Là, giflé, il prenait 1 an. D'accord ? Il n'y a pas mort d'homme. Il y a une situation conflictuelle entre l'autorité et le peuple, entre des policiers, des CRS et des individus qui en ont gros sur la patate. Donc après, il y a une contextualisation, il y a une situation, etc. Mais ça, on n'en prend pas fait et cause. Il y a eu faute, on a constaté la faute, on condamne. Sauf que, en revanche, quand il s'agit de personnalités avec une certaine notabilité, avec une certaine position hiérarchique dans la société politique, des affaires, etc., là, le traitement est totalement différent. Alors que quand même, de par leurs actes en découlent des conditions, des situations, des contextes, des conséquences sociales dans lesquelles malheureusement des gens se suicident parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, là déjà, voilà, ça c'est la 3e raison, c'est-à-dire l'injustice de la justice, de la loi, suivant la position où vous êtes, suivant l'habitant. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui quand vous êtes un dissident. Si vous commencez à rameuter les gens dans une contestation et dans une colère, et c'est pour ça que les gilets jaunes s'en sont pris plein la patate, parce que justement la bonne stratégie c'est qu'il n'y avait pas de leader, qu'il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de structure contre laquelle ou contre lequel l'État aurait pu se retourner. Là, il n'y a personne. Il n'y a pas de leader. Il y a des gens qui sont des porte-paroles, on va dire, mais qui ne sont pas des leaders, qui ne sont pas des organisateurs, à proprement parler, aux yeux de la réglementation, aux yeux de la loi, aux yeux de la société civile. La 4e raison qui pourrait inciter une révolution, c'est le décalage entre les impôts élevés et l'inefficience croissante des services de l'État. Et là, on est en plein dedans. Ça, c'est quelque chose qui date du début des années 2000. Déjà, dans les années 2000, ceux qui étaient avertis savaient que c'était l'objectif de l'Union européenne, en ce qui concerne la France plus particulièrement, c'est détruire le système de la fonction publique, c'est détruire les services
publics. Et en cela, malgré la médiocrité des services publics, les impôts demeurent à des niveaux très élevés. Et oui, parce qu'on trouve toujours le même argument, la dette. Eh oui, mais le problème, c'est que la dette, de toute façon, on est arrivé à des niveaux où, aujourd'hui, je le rappelle, je crois que pour ce qui concerne les Français, alors, avant le Covid, parce que depuis le Covid, là, on a pété le score, puisque avant, je crois qu'on était à 99% du PIB. Là, aujourd'hui, je crois qu'on est officieusement, je crois, 101% ou 110%. En fait, si on inclut aussi toutes les dettes publiques, on est à 133, 134% du PIB. Donc là, on est dans le trou, si vous voulez. Mais voilà, ça, c'est l'argument. Oui, donc il faut créer des impôts. Donc c'est pour ça que quand on vous dit qu'il va y avoir un impôt Covid, il y aura un impôt Covid, il sera camouflé, mais vous allez payer les milliards qu'on vous a promis, les millions qu'on vous a donnés, mais qu'en réalité on l'a donné aux banques, on a donné aux grandes entreprises, on a donné au consortium, mais que vous, dans l'économie réelle, vous en verrez peanuts. Et c'est exactement la même chose ici aux États-Unis. C'est même pire aux États-Unis, parce que récemment, il faut savoir que Donald Trump a voté un ordre qui permet de payer $400 par semaine de plus à toutes les personnes qui sont au chômage. Le seul problème, c'est que cet ordre a été contredit par un certain nombre d'États. Par exemple, l'État du Michigan, le gouverneur du Michigan n'appliquera pas ce décret. Donc tous les gens qui sont peut-être dans le besoin, qui sont au chômage, qui n'ont pas suffisamment de revenus par l'intermédiaire du chômage, les $400, vous n'en verrez pas tout simplement parce que, oui, mais c'est par électoralisme, etc. On s'en branle que ça soit par électoralisme, c'est quand même $400 qui peuvent rendre service à des Américains. Et parce que vous êtes un gouverneur démocrate et que vous êtes contre Trump, donc vous annulez l'ordre de Trump de payer $400 de plus aux personnes au chômage. Alors que, on est vous voyez, jusqu'à quel point ça va. Donc on est en effet aujourd'hui dans une situation où finalement, qui paye, c'est toujours les mêmes. En plus de ça, on voit bien, même ceux qui ont beaucoup d'argent, aujourd'hui, ils ne restent pas en France, ou alors ils planquent leur argent, ou ils investissent. Mais c'est pour cette raison d'ailleurs que souvent le discours de remettre l'ISF, de faire payer les riches, etc., faire payer les riches, c'est pas la solution. Pourquoi ? Parce que même si demain, vous avez un président qui arrive à la tête de la France, si demain il décide de mettre une taxe, de remettre l'ISF par exemple, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? D'ailleurs, même vous, regardez-vous dans un miroir. Si demain vous gagnez 500 millions au loto, vous croyez que vous allez rester en France ? Vous croyez que vous allez continuer à payer et engraisser toutes ces personnalités, ces hauts responsables de la fonction publique, etc., leur permettre de vivre comme des rois, etc., sur votre argent ? Non. Vous partez à l'étranger, vous allez investir ailleurs, vous partez en Belgique, vous partez en Suisse, vous partez en Espagne, Portugal, ou je ne sais pas, ou ailleurs. Mais aujourd'hui, si vous commencez à vivre dans un pays où c'est les riches qu'on va taxer, soi-disant pour la solidarité, etc., non, il faut arrêter de prendre les gens pour des philanthropes. À un moment donné, il faut arrêter d'être con. Dans le deux poids deux mesures, si vous voulez. Mais par contre, quand vous avez des gens riches, mais qui font tout pour ne pas payer d'impôts, et je pense qu'à un moment donné, faut remettre les choses. Mais le problème, c'est que ça, c'est un problème qui ne touche pas uniquement la France, c'est un problème international. Mais comme il n'y a pas de volonté internationale de faire les choses, même par rapport aux banques, même par rapport aux grandes entreprises, comme vous voyez par exemple aux États-Unis, pour l'instant, aucun a mis devant un tribunal Apple, Google, etc., parce qu'ils font de l'évasion fiscale. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'ils font ça, Apple, Google, etc., ok, nous, pas de problème, donc toutes nos filiales qu'on a aux États-Unis, etc., hop, on ferme tout, puis on va déménager, on va aller vivre ailleurs. Et c'est des milliers et des milliers et des milliers d'emplois en moins. Vous voyez, le problème de la menace, elle est là aussi derrière. Donc il faut arrêter le discours de gauche, oui, il faut taxer les riches, etc. Non, taxer les riches, oui, mais à la mesure je dirais, d'une certaine logique sensée par rapport à l'intérêt qu'on a de faire de la fiscalité à proportion.
hein, et ne pas systématiquement toujours taper les riches et faire de poids de mesure aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que vous avez des entrepreneurs, vous avez des gens qui ont créé leur entreprise, qui se sont saignés aux quatre veines et qui aujourd'hui récoltent le fruit de leurs investissements, qui récoltent le fruit de leur prise de risque. C'est cela aujourd'hui qu'on est en train de taxer, au détriment de ceux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ceux qui arrivent la fleur au fusil, c'est bien, je m'augmente, je reste 5 ans, puis au bout de 5 ans, même si j'ai rien foutu, je me barre avec le golden parachute. C'est cela qu'il faut viser, et pas ceux qui à la limite ont la légitimité de récolter le fruit de leurs investissements, de leur prise de risque. Je veux dire, faut pas leur retirer le pain de la bouche quand c'est des gens qui ont quand même apporté une valeur ajoutée locale en créant des entreprises, en créant des emplois, en payant des taxes, etc. Je veux dire, ils contribuent à l'économie du pays à leur niveau, et c'est normal que aussi ils en tirent aussi un profit. Je veux dire, c'est pareil, c'est pas des philanthropes, hein. Dans le même temps, la qualité de l'éducation se dégrade, faute de professeurs en nombre suffisant, faute de locaux adaptés et faute de matériel pédagogique moderne, ordinateurs, magnétoscope, etc. Alors, évidemment, les médias vous font toujours des reportages, mais ils vont choisir les écoles. Et aujourd'hui, l'éducation nationale, de toute façon, elle aussi, elle est visée. Pourquoi elle est visée ? Tout simplement parce qu'on veut essayer de mettre en place un modèle américain. Même si aux États-Unis, je rappelle que tout ce qui est école primaire, école maternelle, l'équivalent de lycée et collège sont souvent des organismes publics. Il existe des organismes privés, hein, même vous avez on appelle ça des universités, mais c'est des universités qui ont tous les cursus, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre gamin depuis la maternelle jusqu'à l'université, ça existe, hein, aux États-Unis, mais vous avez essentiellement tout ce qui est primaire, maternelle, lycée, collège, c'est des organismes publics. Mais c'est des organismes publics qui dépendent de l'argent public. Et malheureusement, suivant les endroits, suivant les secteurs, ils n'ont pas forcément les moyens, on ne leur donne pas forcément les moyens de pouvoir faire les choses au mieux par rapport à leur contexte, etc. Et ce qui fait que vous avez une différence notoire de niveau entre une école ou un lycée qui se trouve dans des quartiers chics d'une ville et évidemment les lycées qui se trouvent dans des quartiers défavorisés. Le niveau d'éducation n'est évidemment pas le même. Eh bien, c'est ce qui se passe en France, hein, je veux dire, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, puisque même moi, à mon époque, je veux dire, pourquoi certains parents essaient de faire des fausses adresses pour mettre leurs gamins dans des lycées ou dans des collèges qui ont des niveaux acceptables et pour éviter de les mettre dans des lycées ou des collèges de banlieue où tu peux même pas apprendre parce que de toute façon dans ces écoles-là plus personne n'a autorité et il n'y a plus d'autorité de toute façon dans ces écoles-là. Donc voilà, je veux dire, ça fait partie du principe. Et le principe à la base, c'est quoi ? C'est tout simplement détruire l'éducation, détruire le modèle français de public au profit d'écoles privées, etc. à terme, hein, qu'on soit bien clair, parce qu'aux États-Unis, c'est ça. Aujourd'hui, les Américains qui ont des moyens font en sorte de ne pas mettre leurs gamins dans des écoles publiques. Généralement, ils les mettent dans des écoles privées, quand ils ont les moyens. Hein, même des Afro-Américains qui ont réussi, qui ont une certaine réussite sociale, eh bien, ne laissent pas leurs gamins aller dans n'importe quelle école. Ils les mettent dans des écoles privées, hein, et ils ne les laissent pas dans des écoles publiques. Vous voyez, on en est là. Hein, c'est bien la différenciation sociale qui s'accentue, c'est-à-dire qu'on fait tout pour creuser véritablement ce fossé, et on ne fait pas le contraire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour améliorer le système éducatif. Non, c'est tout le contraire qu'ils sont en train de faire, c'est détruire l'équité et l'égalité de l'éducation pour tous. Pire encore, et le délabrement des services de santé. Ça, c'était en 2001, 2001-2002, hein, ce texte-là. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Là encore, pour le même objectif, détruire le système de santé publique au profit d'un système de santé privé. Hein. Donc là, c'est de la libéralisation. Hein. De toute façon, c'est l'ultralibéralisme européen du modèle qu'on veut instaurer dans tous les pays. Hein. Et quand on dit plus particulièrement la France, parce que justement la France est
l'un des rares pays qui a un modèle de service public très développé, qui est un modèle social, et bien ce modèle social, on veut tout simplement le détruire. Dans les hôpitaux, il devient habituel que des blessés attendent pendant 24 heures sur un brancard dans les couloirs, faute de chambre et de personnel médical. Les opérations sont réalisées à la chaîne et les heures médicales se multiplient à cause du manque d'hygiène dans les hôpitaux. Les malades ont une chance sur 4 d'être contaminés par des maladies nosocomiales, mortelles ou fortement invalidantes, causées par des bactéries devenues résistantes aux antibiotiques et abondantes en milieu hospitalier. Et ça, malheureusement, on a aujourd'hui en effet des tas d'exemples de gens qui, pour une opération bénigne, eh bien, malheureusement, aujourd'hui, sont dans des situations incapacitantes parce qu'ils ont chopé une saloperie dans un hôpital. Pour vous donner un exemple très flagrant de quelqu'un que peut-être vous connaissez, qui malheureusement nous a quittés depuis maintenant quelques années, qui est le fils de Gérard Depardieu, qui était Guillaume Depardieu, qui, lors d'une opération, malheureusement, a chopé une maladie nosocomiale et a été obligé, à un moment donné, d'être amputé d'une de ses jambes. Donc voilà, vous voyez comme quoi ça n'arrive pas forcément au commun des mortels, ça peut malheureusement aussi arriver à des célébrités, qui plus est des gens qui peuvent aller dans des établissements de réputation, entre guillemets. La cinquième raison qui pourrait amener à des révolutions, elle se relie à la quatrième raison, c'est le sabotage organisé des services publics pour justifier leur privatisation. Donc j'ai déjà abordé ce sujet-là par rapport au quatrième point. Donc, en règle générale, la volonté, l'intérêt de détruire les services publics, la fonction publique en général, c'est tout simplement de transférer de créer un marché du privé, c'est-à-dire la libéralisation du secteur. Donc, les gouvernements organisent le sabotage des services publics dans l'inefficience est ensuite utilisé comme prétexte pour justifier leur privatisation. Hein, c'est le principe du consentement. C'est-à-dire qu'on va chercher le consentement du peuple en le mettant devant des faits. Voilà, c'est... on va dire au peuple, voilà, on peut plus, c'est fini, on ne peut plus assumer, on ne peut plus avoir d'argent des banques, on ne peut plus faire de crédit, etc. Donc, soit on est obligé de tout fermer, ou alors vous nous autorisez, vous le peuple, à transférer et à vendre le patrimoine de santé français à des sociétés privées. C'est ce qui va arriver. Hein. C'est qu'il y a des hôpitaux, c'est déjà le cas d'ailleurs, il y a déjà des cliniques pas des cliniques, mais certains hôpitaux qui ont été vendus à certaines sociétés privées. Hein, mais tout ce qui est CHU, etc., tout ça va être bradé, hein, qu'on soit clair. Voici ce que l'on peut lire à propos de l'éducation publique dans un document de l'OCDE, l'Organisation des Maîtres du Monde, qui est également à l'origine de l'AMI. Alors l'AMI, c'était une sorte d'accord qui avait été fait dans les années 2000. Et donc il dit ceci: si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles et aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves. Donc vous voyez, on est bien dans cette situation de pousser la situation à son paroxysme finalement. Donc l'étudiant, les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, c'est déjà le cas. Hein, vous vous souvenez de cette affaire du tirage au sort, hein, ce principe qui consistait tout simplement à permettre à des bacheliers médiocres d'avoir une place en université au détriment d'un élève studieux et mention très bien au bac, finalement de devoir soit se rabattre sur un secteur privé mais dont il n'a pas forcément les moyens ou dont les parents n'ont pas les moyens, donc obligés de prendre un crédit, donc d'être déjà endetté avant même d'avoir passé des études supérieures. Voilà, on en est à cette situation-là, hein, qu'elle soit très claire. Cela se fait au coup par coup dans une école et non dans un établissement voisin, de telle sorte qu'on évite un mécontentement général de la population. Donc ça, c'est extrait du cahier politique économique numéro 13 de l'OCDE. Hein, donc là-dessus, voilà, ça rejoint de toute façon tout le procédé, tout le principe, que l'on retrouve d'ailleurs dans les recommandations, ces fameuses recommandations, je ne sais plus comment c'est les COPE, je crois, qui consiste à donner des recommandations aux États de la part de la Commission européenne, recommandations entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des directives que l'on donne sans donner l'ordre. Voilà, on respecte
la souveraineté des États, mais en réalité, on ne te dit pas de le faire, mais fais-le quand même. Voilà, c'est un peu ça. La 6e raison qui pourrait amener une révolution, c'est la corruption à tous les niveaux de l'État. Et bien là, je pense que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en effet, la corruption des systèmes d'État, c'est l'idéal pour décrédibiliser un régime, pour décrédibiliser un système. À partir du moment où vous n'avez plus confiance envers vos politiciens, envers les ministres, envers le Premier ministre, envers le Président, parce qu'ils sont tous en train de croquer sur votre dos, au bout d'un moment, vous êtes dans cette légitimité de dire le système il est pourri, il ne marche plus. Et puis un jour, on va vous proposer autre chose. Et les autres choses, ça peut être un régime totalitaire, ça peut être un régime dictatorial, en remplacement. Que ce soit par le consentement du peuple, ou que ce soit par la force. Hein, qu'on soit bien clair. Donc, le décalage entre les impôts élevés et la médiocrité des services de l'État est causé principalement par la corruption, en effet. Pour ce qui concerne, par exemple, localement, sur l'allocation, alors je pourrais vous raconter une petite anecdote tout à fait réaliste, et qui donne bien l'exemple de ça. Là, je vous parle de quelque chose, d'ailleurs, les Rouennais, si vous êtes Rouennais, vous allez comprendre le pourquoi de la situation. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un multiplex qui appartenait, donc qui avait été construit par... à l'époque, il n'y avait qu'un cinéma de centre-ville à Rouen, et ce cinéma de centre-ville, malheureusement, ne donnait plus satisfaction parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Maintenant, il fallait un multiplex dans la région. Donc évidemment, il y avait les deux grosses sociétés nationales de l'époque qui étaient sur les rangs. La troisième, à l'époque, n'y était pas parce que, vu que ces deux sociétés sont tenues par deux frères, je ne vais pas les nommer, mais... Voilà, vous ferez vos recherches sur Internet et vous comprendrez de qui je parle. Donc, en général, ils s'étaient partagé plus ou moins le marché en France. Donc, l'autre société n'était pas en concurrence sur la localité. Mais pour gérer ces conflits-là, il y a ce qu'on appelle les CDEC, c'est-à-dire les commissions départementales des équipements cinématographiques. Cette commission a pour responsabilité, de donner des autorisations pour l'implantation de multiplex, mais dans le respect et dans l'équité de la concurrence et d'éviter la surcharge ou la dominance ou le marché, le monopole de marché d'une même enseigne. Il se trouve que sur Rouen, il n'y avait pas de multiplex, donc évidemment, le multiplex est revenu à cette société qui, elle, avait investi sur la ville de Rouen, contrairement à l'autre qui, elle, s'était plutôt désengagée. Donc, on a joué un petit peu le mérite, et c'est finalement cette société-là qui a obtenu l'autorisation d'implanter un multiplex. Ce multiplex a été implanté, sauf qu'il se trouve que le concurrent, lui, ne voulait pas en rester là. Et il a fait des multiples procédures, etc., pour essayer d'implanter d'autres multiplex ailleurs, etc. Ça a été contrecarré, ça n'a jamais fonctionné, etc. Et puis est arrivé un projet de centres commerciaux, et dans ce centre commercial, il y avait un cinéma. Et il fallait trouver qui allait gérer ce cinéma. Alors évidemment, les deux sociétés se sont mises en ligne, et la CDEC a dû statuer. Sauf qu'elle a statué d'une façon un petit peu particulière. Parce qu'il faut savoir que les CDEC sont constitués de, je crois qu'il y a 5 ou 7 membres dans cette commission, mais ce sont des gens qui sont représentatifs du paysage politique, institutionnel et économique local. Donc vous aviez un ensemble d'acteurs, je dirais, économiques, sociaux et politiques de la région. Eh bien, je vais vous donner en mille pourquoi c'est une société, la même qui a déjà son multiplex, qui a remporté le marché. Tout simplement parce que on a mis dans la balance un autre CDEC, c'est-à-dire que si on ne donnait pas la licence, on va dire une licence de gestion de ce multiplex à cette société, lors d'une autre commission de sécurité, on ne donnerait pas l'aval pour l'implantation d'une enseigne dans la région rouennaise. Pour ceux qui connaissent Tourville, voilà, je pense que vous allez savoir de qui je parle. Donc vous voyez, en fait, il y a eu un chantage, en réalité.
Donc en fait, la Commission n'a pas du tout statué dans l'équilibre de la situation pour éviter les monopoles. Malheureusement, le monopole, il y en a eu, même si l'enseigne qui a eu ce multiplex a dû se débarrasser de son autre cinéma, mais elle garde quand même le monopole d'une trentaine d'écrans sur l'agglomération rouennaise. Si bien que l'autre société qui était concurrente, au bout d'un moment, elle a dit non, stop, puis nous, on s'en va, etc. Donc il y a un autre cinéma qui a été repris par un autre groupe, etc. Mais bon, qui n'arrive pas vraiment à décoller. Donc voilà, c'est un exemple de les outils qu'on a aujourd'hui pour essayer soit de gérer un petit peu les choses de façon équitable, de façon juste, pour essayer de protéger les intérêts des uns et de protéger les intérêts des autres, etc. Finalement, on se retrouve que même ces organismes-là, aujourd'hui, jonglent sur du conflit d'intérêts. Donc voilà, donc la corruption, c'est aussi ça. C'est la corruption d'institutions qui sont censées être neutres, qui sont censées fonctionner de façon paritaire, de façon juste, de façon de bon sens, et qui malheureusement aujourd'hui, non, ne fonctionnent pas de bon sens. Ce qui fait d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez certaines villes qui ont une surpopulation de centres commerciaux, mais parce que tout le monde veut piquer le marché des autres. Donc forcément, il y a un moment donné où ça ne fonctionne pas. Et finalement, ce sont souvent des franchisés d'ailleurs, dans ces enseignes, qui au bout d'un moment se retrouvent à la rue parce que ils ont quand même pris des prêts, des crédits, des emprunts pour développer cette enseigne, etc. Mais ils n'arrivent pas à tirer le chiffre d'affaires qu'ils voulaient parce que ils n'arrivent pas à supplanter ou ils n'arrivent pas à piquer de la clientèle aux autres enseignes qui sont implantées elles depuis déjà plusieurs années. Donc ça, c'est... Et pourtant, on a ces organismes qui, justement, sont là pour éviter d'avoir une surenchère ou un surnombre d'enseignes commerciales dans des périmètres, dans des zones d'achalandise, comme on dit. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est en train de partir à volo parce qu'on fait jouer de la corruption, on fait jouer des conflits d'intérêts. La septième raison qui pourrait amener éventuellement une révolution, c'est les subventions abusives distribuées par l'État aux entreprises. Là encore, je sais que je vais vous parler de quelque chose qui peut peut-être déranger certaines personnes, mais je trouve malheureusement qu'aujourd'hui, la loi 1901 sur les associations doit être abrogée. Elle doit être réformée. Mettre en place quelque chose d'autre qui soit un petit peu plus contrôlé, un peu plus maîtrisé, mais franchement aujourd'hui, quand on voit le nombre d'associations qu'il y a en France qui bénéficient justement de cette fameuse loi 1901, qui à l'époque avait son intérêt, mais qui aujourd'hui a toujours son intérêt pour un certain nombre d'associations, mais quand on voit que vous avez des gens qui réussissent à toucher des subventions pour des associations qui, en réalité, c'est une arnaque, disons-le carrément. Mais vous avez comme ça des tas d'associations, je ne sais plus combien il y a d'associations en France, si j'arrive à retrouver le chiffre, je vous le mettrai en bas dans les commentaires, mais voilà, c'est des pompes à fric pour la plupart. Alors attention, je ne suis pas contre les associations en général, vous avez aujourd'hui des associations qui sont d'une utilité publique, qui ne peut pas être démentie, qui sont incroyablement dévouées à des causes et à des fonctions, voire même se substituent à la responsabilité même de l'État. C'est-à-dire que l'État n'est plus capable d'assumer, donc heureusement qu'il y a ces associations pour compenser ces manques de l'État, mais malheureusement vous en avez d'autres qui ne sont pas du tout d'un intérêt. À un moment donné, il faut savoir trancher, parce que même si normalement il y a des commissions pour statuer sur la viabilité et l'utilité collective d'une association, pareil, on revient au système de corruption, c'est-à-dire que vous avez des affiliations, vous avez des copinages qui font que, tiens, cette association-là, l'association de défense des puces de Patagonie, faut la défendre parce que c'est un pote qui m'a rendu service et puis qui peut nous amener aussi un intérêt électoralement, parce qu'il y a blablabla, etc. Vous voyez, donc, alors que cette association n'a aucune utilité. Excusez-moi l'expression, c'est de la pignolade, purement et simplement. Donc,
alors les subventions, là je vous parle des associations loi 1901 parce que c'est de la subvention, mais il y a des tas d'autres secteurs où il y a de la subvention. Le cinéma a de la subvention, l'art a de la subvention, mais aussi les entreprises. Vous avez des entreprises qui, suivant certaines politiques, ont des subventions à moyen, court et long terme. Et d'ailleurs, si l'État manque d'argent pour l'éducation, la santé et les retraites, c'est aussi à cause des subventions abusives versées à des grandes entreprises sous prétexte qu'elles vont créer des emplois et quelquefois sans prétexte du tout. Et c'est tout à fait ça. Et le Covid, malheureusement, la pandémie, c'est-à-dire les conséquences économiques de la pandémie, et bien aujourd'hui, vous avez des tas d'entreprises qui pourtant ont réussi à s'en sortir, qui pourtant ont réussi à dégager du chiffre d'affaires, mais vont quand même aller pleurer dans les jupes de l'État pour avoir un chèque en blanc. Hein, ça, de toute façon, ça c'est clair, net et précis. Donc ça va être de la dette en plus. C'est ce que vous allez payer, de toute façon, tôt ou tard. Puis, une fois les subventions empochées, l'entreprise délocalise ses usines dans un pays où la main-d'œuvre est encore moins chère, où la fiscalité est avantageuse, etc. Donc c'est exactement, si vous voulez, ce qui s'est passé avec les 35 heures. Il faut savoir que les 35 heures pour la réduction du temps de travail, vous avez des entreprises qui ont signé des accords de branche dans différents secteurs d'activité en France pour toucher des subventions. C'est-à-dire que pour justifier les 35 heures, pour dire oui, les 35 heures ça fonctionne parce qu'on a développé de l'emploi, on a créé de l'emploi. Non, il n'y a pas eu de création d'emploi. En fait, l'État a acheté des emplois. C'est-à-dire que les entreprises qui ont fait des accords de branche 35 heures devaient avoir, je me souviens moi de l'accord que j'avais vu, 14% de la masse salariale sur 3 ans. C'est-à-dire pendant 3 ans, l'entreprise devait créer 14% d'emplois en plus. Et pour ça, eh bien, l'entreprise, pour chaque emploi équivalent temps plein qu'elle créait, mais attention, quand je dis emploi équivalent temps plein, c'est-à-dire que ce n'était pas obligatoirement des temps pleins. Ça pouvait être 2 partiels, par exemple. C'est-à-dire 35 heures, vous pouviez faire 2 15 heures. Vous voyez ? Donc il n'y avait pas d'obligation de faire des contrats temps plein, mais de créer des équivalents temps plein, en matière de budget, si vous voulez. Et pour chaque emploi, la société touchait 11 000 francs à l'époque, puisque c'était en 98. La 35 heures, c'était 98. Jusqu'en 2001, puisque l'euro, je crois, c'est 2002, il me semble. Donc c'était en francs à l'époque, donc ça faisait à peu près 1500, 1600 euros par tête de pipe. Sauf qu'après les 3 ans d'accord de branche, pour permettre justement subventionner le passage à 35 heures, aussi permettre les gens qui étaient à 39 heures de garder leur salaire 39 heures, mais bosser 35 heures. Donc évidemment, là, légitimement, les entreprises attendaient, on ne va pas payer plus cher des gens pour travailler 35 heures sur un salaire 39 heures. Donc là, pareil, les subventions ont servi à compenser ces manques-là. Sauf qu'après 3 ans, une fois que l'accord était terminé, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que en 2 ans, les entreprises ont tout simplement sucré les pourcentages d'emplois qu'ils avaient créés, et ils en ont encore supprimé en plus. Donc en réalité, les 35 heures n'ont pas créé de l'emploi. L'État, les 35 heures ont permis d'acheter la création d'emplois. Mais une fois que les accords de branche étaient terminés, eh ben les entreprises étaient tout simplement revenues à leurs effectifs initiaux, voire même, par la conjoncture économique, tout simplement supprimer plus de postes. C'est-à-dire qu'une entreprise où vous aviez, par exemple, alors en règle générale, les accords de branche étaient à partir de 500 salariés, je crois. En dessous, il y avait des statuts un peu différents, parce que c'était petite, moyenne entreprise, etc. Mais pour les grandes entreprises, au-delà de 500 employés, pour vous donner un exemple, c'est que, par exemple, une entreprise qui avait 600 salariés avait créé 50 emplois en 3 ans. Mais après les 3 ans, ils ont viré 80 personnes. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé 80 équivalents temps plein. Voilà, puisqu'il n'y a plus de subventions. Ils ne touchaient plus d'argent. Et puis les subventions, il faut savoir que les subventions, normalement, c'est pour aider l'activité de l'entreprise. Mais en général, les subventions, non, ça va dans les caisses, ça va dans l'actif financier, et puis ça permet de boucher un peu les trous à la fin de l'année quand il s'agit de sortir le bilan. Donc, alors là, c'est encore plus vrai que le Covid, quand vous savez que vous avez des entreprises qui vont devoir faire des investissements, plus particulièrement les entreprises qui reçoivent du public,
hein, c'est-à-dire tous les centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les salles de concert, les parcs d'attractions, ces entreprises-là, avec les conditions sanitaires qu'elles ont l'obligation de respecter, avec le personnel qu'elles ont, elles ne pourront pas faire le taf. Donc elles vont être obligées d'embaucher. Donc ça va être des frais en plus les produits. Hein, les produits, il va falloir les acheter, il va falloir acheter les produits, il va falloir acheter le matériel, il va falloir acheter les outils de logistique pour respecter les mesures sanitaires. Donc c'est des investissements, les entreprises ont dit attendez, nous on veut bien, mais il va falloir allonger. Hein, donc là encore une fois de plus, on est dans le cadre de la subvention. À l'exemple des accords 35 heures, où les contrats avec les entreprises prévoyaient parfois jusqu'à 11 000 francs. Vous voyez, 11 000 francs de prime par mois. Je pensais que c'était par an, non, c'était par mois. Par salarié, sous condition de création donc de postes aux alentours de 14% de la masse salariale. Mais une fois les contrats arrivés à terme, c'est plus de 14% des postes qui furent supprimés et non rétribués depuis les 5 dernières années. Donc voilà, c'est l'arnaque. Hein, mais médiatiquement et politiquement, sur l'instant, on dit ouais, on a créé des emplois. C'est exactement comme le coup qu'avait fait Hollande en créant 100 000 ou 150 000 postes dans la fonction publique. C'est exactement ce qu'ont fait des villes américaines qui sont aujourd'hui en faillite. C'est-à-dire que politiquement, pour créer de l'emploi, ils ont créé des postes alors que ces postes n'étaient pas utiles. Où il y avait une très mauvaise répartition de ces postes. C'est-à-dire que vous aviez 10 fois trop de personnel dans les administrations, mais vous n'aviez pas assez de flics ou pas assez de pompiers. Ou inversement, vous aviez trop de flics et pas assez d'agents administratifs, etc. Mais c'était de l'achat électoraliste. Sauf que le jour où la ville s'est retrouvée avec de moins en moins d'habitants, ça a été le cas de Détroit par exemple, si Détroit est tombé en faillite, c'est parce que c'était une ville qui a fonctionné avec un système fiscal sur une base de 1 700 000 habitants, sauf qu'au fil des années, au fil des décennies, ils se sont retrouvés avec 700 000 habitants. Donc vous aviez presque 700 000 personnes en moins. Sauf qu'ils ont continué à développer les services publics. C'est-à-dire qu'il y avait toujours plus d'agents de fonction publique pour de moins en moins d'habitants. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, budgétairement, si fiscalement vous avez une baisse de rentrée fiscale, mais que vous continuez à augmenter vos budgets, il y a un moment donné où la balance, forcément, ça ne fonctionne pas. Et bien malheureusement, dans les sociétés, c'est à peu près la même chose. C'est qu'il arrive un moment où vous ne pouvez pas acheter la complaisance politique, parce que derrière, ça coûte de l'argent à la collectivité locale. Tout ça pour vous acheter une crédibilité politique, pour vous faire réélire. Bon, ça, malheureusement, c'est une pratique que les gens ne saisissent pas très bien, en général. Sauf le jour où il faut dégraisser, et puis qu'il y a des gens, on leur dit vous êtes virés, mais pourquoi vous n'avez pas le droit, machin. Si, parce que votre boulot en fait ne sert à rien. Vous ne servez à rien. Vous êtes la victime d'un clientélisme politique. Point barre. La 8e raison, c'est la tromperie sur les 35 heures. Alors je ne vais pas redévelopper la chose, puisqu'en 98, le gouvernement de Lionel Jospin représentait sa grande mesure sociale, le passage à 35 heures, le travail hebdomadaire, au lieu de 39 heures auparavant, en échange d'une baisse des salaires, de l'instauration de la flexibilité, la mesure des entreprises réclamée depuis 20 ans, et blablabla, etc. Oui, alors... petit détail sur les 35 heures, je rappelle quand même, c'est que tous les gens qui étaient actifs au moment du passage à 35 heures, donc avaient pour la majorité d'entre eux, parce qu'il y a eu des accords de branche où ils ont baissé les salaires, mais en général, la préservation du salaire équivalent 39 heures. Tous les gens qui étaient en poste, donc, ont gardé leur salaire 39 heures. Par contre, les gens qui étaient arrivés après les 35 heures, eux par contre, n'avaient pas le même salaire. Donc vous aviez déjà des disparités. C'est-à-dire que par exemple, pour un boulot de vendeuse, la vendeuse qui était là avant les 35 heures, elle touchait peut-être 1 600 €, mais la vendeuse qui est arrivée après, elle touchait 1 400 €. Vous aviez déjà un déséquilibre. Alors on assurait qu'avec le temps, on ferait une augmentation des salaires progressifs de ceux qui venaient d'arriver. Par contre, les salaires de ceux qui étaient déjà là sont gelés, évidemment, parce qu'il faut rééquilibrer la balance. Sauf que malheureusement, la balance, elle n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est que ceux qui étaient à 39 heures, soit on les a fait évoluer, donc en évoluant, là par contre, ils arrivaient à des salaires qui quasiment n'étaient pas plus élevés que ce qui coûtait déjà. Moi, j'ai eu le cas, en tant que délégué du personnel, j'avais discuté, on avait débattu de ce problème, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient à un certain niveau, ils voulaient les faire évoluer à un niveau supérieur, mais au niveau salaire,
bah, ils touchaient, je crois, 50 € de plus, ni plus ni moins. Ah, ils disaient, mais oui, mais pour 50 € de plus, c'est pas. Il y a plus de responsabilités, plus de niveaux, mais on touche 50 €. Ben oui, mais parce que vous allez toucher le salaire négocié 35 heures, et non pas le salaire 39 heures. Mais comme vous aviez un salaire 39 heures qui était déjà élevé par rapport à celui de 35 heures, ah oui, mais c'est pour équilibrer la balance. Donc ils ont fait ça, ils ont fait évoluer des gens jusqu'à les pousser à des salaires 35 heures, légaux. Les autres, on s'en débarrassait par quelques procédés que ce soit, et comme ça, on n'avait pas besoin de justifier d'augmenter les salaires de ceux qui étaient en bas. Hein, c'est-à-dire qu'au début, on disait, vous inquiétez pas, on fera de la réévaluation des salaires. Mais en réalité, la réévaluation des salaires, elle a toujours suivi que l'évolution du SMIC. Mais en général, s'il n'y avait pas de dénonciation, s'il n'y avait pas d'accord fait par les partenaires sociaux, en général, les augmentations de salaire, moi, en 16 ans où j'ai travaillé dans le secteur, elles étaient ridicules, quoi. Elles étaient juste justifiées par l'apport de responsabilité, etc. Mais vous avez, par exemple, il y a eu un temps où il fallait que tous les salariés soient équipés d'un diplôme de sécurité incendie, donc ça veut dire diplôme de sécurité incendie, donc compétences supplémentaires. Mais les gens n'ont jamais été augmentés pour cette compétence supplémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'augmentation de salaire. C'est-à-dire qu'on leur a rajouté sur le dos, sous le prétexte d'une loi, une responsabilité, mais qui n'a jamais été valorisée au niveau du salaire. Donc, vous voyez un peu la bidouille, quoi. Donc, quand vous travaillez dans des sociétés comme ça, vous comprenez déjà comment fonctionne un petit peu le système. Donc, autrement dit, le gouvernement Jospin fait un cadeau aux salariés tout en leur demandant de payer pour ce cadeau. En fait, les salariés ont même payé le prix supérieur de la valeur du cadeau. Et en effet, la plupart des salariés, finalement, se sont fait avoir parce que la plupart des accords de branche pour préserver le salaire 39 heures a obligé de geler les augmentations de salaire pendant 3 ou 5 ans, voire même dans les négociations, la suppression de certaines primes. Moi, le secteur où je travaillais, on avait un certain nombre de primes par rapport à la pénibilité, le fait de travailler tard le soir, etc. Eh bien, vous avez un certain nombre de ces primes qui ont dégagé. Vous aviez par exemple une prime 5 ans, c'est-à-dire que les salariés qui avaient plus de 5 ans d'ancienneté touchaient une petite prime, pas grand-chose, mais quand même quelque chose qui est honorifique, qui fait quand même plaisir au mérite. Et bien cette prime a été supprimée. Voilà, donc il y a beaucoup de primes comme ça dans beaucoup de secteurs d'activité, dans beaucoup d'entreprises qui, à cause des 35 heures, ont été supprimées, ont disparu. Et finalement, vous n'aviez plus que votre petit salaire de misère pour vous contenter. La 9e raison qui donnait raison à une révolution, c'est les accords multilatéraux négociés dans le dos des citoyens et qui vident la démocratie de son contenu. Alors là, je ne vais pas revenir sur ce détail-là parce que juste vous rappeler que vous avez un accord international de libre-échange qui a été signé avec le Canada récemment avec l'Union européenne, mais que vous avez toujours le TAFTA, c'est-à-dire ce fameux accord de libre-échange avec les États-Unis qui a été suspendu par Donald Trump. Si Joe Biden est élu, il y a de fortes chances que les négociations reprennent. Et là, je ne vais pas vous réexpliquer le principe, etc. Je vais juste vous rappeler un détail important, c'est que si on vous vend le TAFTA comme étant une chance pour la France de pouvoir exporter aux États-Unis avec des dédouanements, avec des prix de douane négociés, etc. Et si les Américains peuvent exporter leurs produits, exporter leurs produits en Europe et obligés de respecter l'accord de libre-échange au niveau européen, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple du vin, par exemple. Le vin californien. Les Américains vont pouvoir vendre du vin californien en France. En revanche, sans que d'ailleurs l'État français puisse dire « ouais mais attendez, vous êtes en train d'inonder le marché avec vos vins californiens, nous on ne peut pas aligner le même prix, etc. » Donc ils vont comme ça envahir le marché. Mais on va vous dire « ouais mais les sociétés vinicoles françaises peuvent faire la même chose. » C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vendre leur vin de qualité aux États-Unis. Quel nenni. Pourquoi? Tout simplement parce que si l'État fédéral signe l'accord de libre-échange, les États, les 50 États des États-Unis, n'ont pas l'obligation d'appliquer l'accord de libre-échange. C'est-à-dire que le vinicole français, quand il va arriver aux États-Unis, il dit « ah ben, il y a l'accord de libre-échange, donc vous devez accepter mon vin, dédouaner, etc. » Les Californiens, qui eux vont vendre leur vin en Europe et en France, et vont inonder les rayons avec leur vin californien. Les Californiens vont dire
Nous, on n'a pas ratifié l'accord. Donc si vous voulez vendre votre vin ici, ça sera à nos conditions et avec une surtaxation. Voilà comment ça va fonctionner. C'est ça, c'est l'arnaque de cet accord libre-échange qu'on appelle le TAFTA. Donc, je vous rappelle qu'il a été suspendu par Donald Trump, mais qui, si Biden est élu, va certainement reprendre. C'est-à-dire qu'on va vous faire miroiter l'idée que vous allez pouvoir plus facilement vendre ou exporter vos produits aux États-Unis, mais en réalité non, parce que les États pourront continuer à préserver ou à conserver leurs lois, si bien que vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas, par exemple, vendre du foie gras aux États-Unis, vous ne pourrez pas exporter le vin français de qualité, vous ne pourrez pas exporter tous les produits de consommation de qualité française qui pourraient démontrer aux Américains que depuis des décennies ils bouffent de la merde, parce que les États préserveront évidemment leur marché, leur propre marché. A l'inverse, nous en France et en Europe, on sera obligé d'accepter le steak. Alors déjà avec le Canada, soi-disant que le Canada, ils n'ont pas le droit d'exporter du bœuf hormoné ou du bœuf OGM. Sauf que, allez savoir, déjà en Europe, on n'est pas foutu de faire le contrôle de vente de viande de cheval ou de viande avariée ou de défauts de produits, etc. Donc vous imaginez avec les Américains, ça va être le bordel. Et enfin la dixième raison, c'est tout simplement l'environnement. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on est en train de vous bourrer le mot avec les écologistes, avec l'environnement, le réchauffement climatique, le changement climatique, etc., il faut savoir que tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde parce que tous ceux qui passent à la télé vendre l'écologie, etc., ce sont de toute façon des gens qui vont défendre des nouveaux modèles économiques, mais qui ne sont pas pour défendre l'environnement, qui sont là pour développer des marchés. Il suffit de voir l'éolien aujourd'hui. L'éolien, qu'est-ce que l'éolien, si ce n'est en effet avoir de l'énergie par le vent. Le seul problème, c'est que le mode de production ne compense, je crois, même pas 30% de la production électrique actuelle. Et en plus de ça, limité dans le temps, puisque tout ce qui est mécanique, n'est pas éternel, il faut de l'entretien. C'est un entretien qui coûte cher, et donc au bout d'un moment, il faut changer l'éolien. Le problème, c'est qu'il y en a, ils ne changent pas, ils l'abandonnent. Aux États-Unis, vous avez déjà des champs d'éoliennes abandonnés, qui pourrissent, qui rouillent, et en plus de ça, comme vous avez des composants polluants dans les éoliennes, vu que personne n'a signé d'accord de démantèlement, de nettoyage, etc., je vous invite, si jamais un jour vous entendez un projet quelque part, demandez, oui, mais est-ce que dans le contrat, il y a la dépollution du terrain une fois que l'éolienne ne sera plus opérante, une fois que la concession sera terminée, qui nettoiera le terrain, qui démontera l'éolienne. Vous allez voir que là, d'autant plus que je ne vais pas revenir sur ce sujet-là parce que c'est un long sujet. Il y a des gens qui le font très bien sur Internet, sur d'autres pages, sur d'autres vidéos YouTube, sur l'arnaque qu'est les éoliennes. Moi, je sais qu'en Normandie, du côté de Fécamp, je crois, il y en a quelques-unes. Moi, ça m'est arrivé de voir qu'il n'y a pas un pet de vent et elles tournent quand même. C'est pas une légende. Il y en a qui disent oui, c'est une légende urbaine de faire tourner les éoliennes pour faire croire que, etc. Non, c'est pas une légende, c'est bien une réalité. Il faut bien légitimer, il faut bien vendre le produit. Donc, une des raisons, c'est la réelle écologie, c'est-à-dire la défense de la protection de l'environnement, etc. Sauf que là encore, on vous vend d'un côté des modèles économiques, environnementaux, écologiques, etc., mais qui, lorsqu'on gratte un peu, on se rend compte que derrière, vous avez toujours les mêmes. C'est des groupes industriels, etc. Et à côté, quand vous avez des gens qui ont véritablement des propositions, des modèles écologiques très intéressants, parfois autonomes, surtout autonomes, là vous vous rendez compte que tout d'un coup, c'est pas très fiable, ou alors c'est très très cher, ça coûte
très très cher. Par exemple, les gens qui aujourd'hui veulent s'équiper pour avoir une autonomie électrique, il faut savoir qu'une bonne installation qui vous permet d'avoir une réelle autonomie électrique, ça coûte la peau du cul. Alors pour essayer de vendre le modèle, en effet, il y a des subventions, mais en règle générale, c'est un matériel, on va pas dire bas de gamme, mais c'est un matériel de base, mais qui en général se rendent compte que les gens, bah oui, on a l'électricité, mais le problème c'est que on peut pas faire fonctionner un certain type de matériel parce que sinon, bah, ça consomme de trop et au bout d'un moment, on n'a plus de jus. C'est par exemple les lave-vaisselle, c'est les sèche-linges, c'est les micro-ondes, par exemple, les fours micro-ondes qui sont très consommateurs, c'est les chauffages aussi, par exemple, chauffage électrique. Bah, tous ces outils-là, vous ne pouvez pas les utiliser si vous avez un matériel qui n'est pas efficient, qui n'est pas efficace, qui n'est pas productif pour pouvoir vous satisfaire en énergie suffisante pour pouvoir satisfaire vos besoins essentiels. Laver du linge, c'est quand même essentiel. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours ce problème-là. Vous avez le principe de la permaculture, mais aujourd'hui, on commence à voir des gens qui commencent à attaquer la permaculture, parce que bon, il faut quand même, c'est devenir esclave un petit peu de ce procédé. Ben oui, mais le problème, c'est que c'est quand même un procédé très écologique, qui n'est pas un procédé évidemment de grande productivité, mais qui est productif suffisant pour pouvoir alimenter en légumes, en fruits, une petite communauté d'une cinquantaine ou d'une centaine de personnes. C'est des modèles presque collectivistes, on va dire, mais ça évidemment, dès qu'on commence à penser collectivisme dans un processus écologique, alors là, ça ne va plus, parce qu'évidemment, là, vous avez tous les empires commerciaux, pas militaro industriels, mais tous les milieux industriels, agroalimentaires, etc., ils commencent tous à faire la tronche. Mais vous vous rendez compte, si dans des petites communautés, les gens commencent à s'organiser pour avoir une autonomie, etc., nous, on va faire quoi comment on va faire pour ponctionner nos marges sur les éleveurs, sur les producteurs, etc. Enfin, vous voyez, c'est là qu'il y a quelque chose qui va pas. D'où la récente gabegie de ce fameux produit qui avait été interdit sous Hollande, je crois, et qui malheureusement là va être remis en route, parce qu'évidemment la pression des lobbies de certaines coopératives agricoles et plus particulièrement de la betterave, bien sont venus pleurer dans les jupes de certaines influences qui ont fait jouer de leurs influences et qui finalement vont faire casser l'interdiction de ce produit qui était pourtant interdit pour des raisons toxiques qui ne respectaient pas l'environnement. Donc vous voyez, je pense qu'aujourd'hui les gens commencent à se rendre compte que l'écologie de salon, hein, on peut appeler ça l'écologie de salon, tous ces écologies les Verts et compagnie en parti politique, etc., ce sont en finalité des ersatz de l'écologie. En fait, ce sont des façades. Des façades pour vous vendre d'autres modèles économiques qui en réalité ne vont pas avoir de véritable intérêt ou utilité sur le plan économique. C'est le cas par exemple des voitures électriques. Les voitures électriques, on peut en polémiquer pendant des heures. Oui, la voiture électrique est écologique, pas d'émissions de CO2, etc. Mais en matière de logistique, en matière de fourniture d'électricité, d'un côté, on veut lutter contre le nucléaire, sauf que si vous ratez le nucléaire, il va falloir trouver d'autres sources d'énergie pour compenser les demandes. Et derrière, on vous vend des produits qui vont demander de consommer encore plus d'électricité. Vous vous rendez compte du ridicule de la situation. C'est-à-dire, d'un côté, il faut moins consommer, mais par contre, on vous vend des modèles qui vont vous demander de consommer plus. Il y a un truc qui ne va pas. En plus, avec tous les matériaux polluants, en plus la fabrication, certaines matières premières qui aujourd'hui sont obtenues dans des méthodologies et dans des processus qui non seulement ne sont pas du tout écologiques, mais en plus de ça posent des problèmes éthiques sur le plan humain, l'exploitation dans certaines carrières, dans certaines mines en Afrique, où on fait travailler des gens pour 50 cents de l'heure, ou même des gamins, etc. Mais ça, apparemment, ça pose pas de problème aux écologistes. C'est bien de défendre la voiture électrique, mais il faut voir aussi que derrière, les conséquences,
enfin, faut connaître un petit peu tout le cheminement, toute la chaîne de ces processus, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui dérange un petit peu aujourd'hui les écologistes de salon, que les gens finissent aujourd'hui par se rendre compte, prendre conscience de ces contrariétés, de ces ambiguïtés dans leur discours et dans leurs argumentations. Donc là encore, si on se rend compte que finalement on nous vend l'écologie, on nous vend du réchauffement climatique, alors que je rappelle c'est un changement climatique, et que la planète Terre n'a pas attendu l'être humain pour avoir ces cycles de changement climatique. Je ne dis pas que l'activité humaine n'a pas eu de conséquences sur le climat, je dis simplement c'est que le climat, il évolue, il a ses cycles, et que c'est pas à l'homme de dicter ou de changer ou de vouloir contrôler le climat pour satisfaire ses besoins et pouvoir continuer à avoir 25 degrés tous les étés. Non, vous allez avoir des étés plus chauds, des hivers plus rigoureux, ça fait partie de la logique des choses, et je vous rappelle qu'au début du siècle, la Seine, sur certains hivers, était gelée. Vous pouviez traverser la Seine à pied. Bon, moi je ne fais pas partie de la génération de ceux qui ont connu ça. Vous, pour l'instant, peut-être pas. Mais peut-être dans quelques années, eh bien, vous allez avoir une période de froid très hivernale, voire même de presque un hiver sibérien, on va dire. Et tout d'un coup, vous allez dire, ah, c'est le réchauffement climatique. Non, c'est le changement climatique. C'est l'évolution d'un climat qui dépend, en effet, d'une activité humaine qu'il faut en effet réguler, qu'il faut en effet améliorer, motiver, etc. Sauf que c'est pas la volonté qui est là. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous avez toujours des tankers ou des porte-conteneurs, c'est toujours plus géants, etc. C'est des trucs qui consomment, donc qui éjectent du CO2 en masse dans l'atmosphère, pour souvent amener des marchandises dans des pays, des marchandises dont on n'a pas besoin. Mais voilà, ça fait fonctionner l'économie, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des tankers, vous avez des porte-conteneurs qui font les embouteillages avec eux, pour nous amener des produits de Chine en masse sur le marché américain, des produits en masse, évidemment, sur lesquels les prix vont être très bas, mais dont on n'a pas besoin. On est sur le modèle de surconsommation, à bas prix, mauvaise qualité, souvent, etc., jetable, donc on va produire plus de déchets. Enfin, vous voyez, on est dans un truc mais complètement incohérent. Et c'est ce qui va se passer également en France, c'est qu'en France, pour sauver l'économie, on va vous inonder les marchés avec des produits moins chers, mais qui viendront de Chine, du Bangladesh, du Pakistan, etc., mais qui ne seront pas de bonne qualité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les masques, voilà, c'était les 10 raisons, je pense, les 10 choses les plus importantes sur lesquelles vous pouvez encore aujourd'hui suivre un peu l'évolution et qui pourraient justifier demain, eh bien, tout simplement une révolution pour remettre un petit peu les choses au clair, pour remettre les choses dans le bon sens, dans l'intérêt collectif d'un peuple, d'une nation, d'une souveraineté. Donc là, vous avez vraiment les 10 points sur lesquels aujourd'hui je vous ai donné donc les bases de cette évolution. Ça, ce que je viens de vous donner, c'est les informations qu'on avait déjà dans une analyse de la situation au début des années 2000 et qui ont évolué, qui finalement aujourd'hui, vous voyez, vous avez tous les jours des arguments, des informations qui étayent ce que je viens de vous donner. Et là, ça vous donne un peu les bases de structure, un petit peu de choses à suivre. Et pour nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.